Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur Steeljain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce troisième épisode de À la découverte du Gunpla. Et pour commencer je tiens à m'excuser, il fait vraiment un temps pourri à Paris, donc certains extraits de vidéos seront un peu sombres. Mais bon franchement j'avais pas envie d'attendre jusqu'au mois de juin pour faire cette vidéo. Donc à partir d'aujourd'hui nous allons voir comment construire un kit de A à Z. Et ce kit sera le MG Wing 0 Proto Custom Endless Waltz version. Oh putain, j'arrive plus à respirer. Donc oui, c'est un peu long comme nom, mais keep calm, je vais tout vous expliquer. Alors avant de se lancer, je tiens à préciser rapidement comment les choses vont se passer pour cet épisode et les prochains qui suivront. Je vais dans un premier temps réaliser ce kit avec le minimum nécessaire afin de proposer une version no paint améliorée, c'est-à-dire monter le kit sans rien peindre mais en rajoutant quelques petits détails à l'aide de techniques très simples qui amélioreront grandement le rendu final de votre kit et sans demander de grands efforts. Cette première partie sera destinée aux débutants qui souhaitent monter leur kit sans avoir à investir trop de temps ou trop d'argent dedans. Par la suite, je démonterai le kit et je le referai de zéro, et cette fois-ci je vous présenterai toutes les techniques plus entre guillemets poussées pour ceux qui sont vraiment intéressés par l'aspect maquettisme. Je pense en effet que la chose qu'il faut vraiment que vous reteniez pour la suite des explications, c'est que le Plamo étant à la frontière entre la maquette et le entre guillemets jouet, il y a une échelle de niveau de réalisation extrêmement large entre le kit juste sorti de sa boîte et celui réalisé pour un concours national de modélisme. Ce qu'il faut, c'est que le matériel que vous utilisez et le temps que vous passez sur vos gunpla soient en phase avec votre objectif. Par exemple, le mec qui n'est pas forcément intéressé par le maquettisme mais qui a juste flashé sur le kit de sa série préférée ne sera pas obligé de passer autant de temps et d'utiliser le même matériel qu'un hobbyiste confirmé depuis plusieurs années. C'est pourquoi dans cette série de vidéos, je vais essayer de vous présenter différentes manières possibles de réaliser vos kits, à vous de choisir celle qui vous convienne le mieux. D'autre part, n'hésitez pas à regarder d'autres tutos que les miens, car chaque personne possède ses propres petits trucs et astuces. En effet, le plus important pour moi, c'est de trouver son style et surtout de rester créatif. Ah oui, et dernière petite précision, je vais sans doute dire des trucs qui vont paraître complètement évidents pour certains, donc c'est pas du tout que je vous prends pour des imbéciles, c'est juste histoire de ne laisser aucune ambiguïté pour les néophytes. Bon voilà, assez parlé, j'espère que vous vous êtes pas endormis, on y va. Alors dans cet épisode on va parler de la boîte de Gunpla et de son contenu, de l'espace de travail pour construire ces kits dans de bonnes conditions, et enfin de la préparation du kit avant d'attaquer le montage. Alors ça y est, nous voici face à face avec notre Gunpla fraîchement arrivé du Japon. Il s'agit donc du Master Grade Wing 0 Proto Custom version Endless Waltz. Alors comme je l'ai dit dans l'épisode 1, si vous débutez, je vous conseille d'acheter un kit simple comme un AG, un SD ou un No-Grade. Si ce que je viens de dire c'est du chinois pour vous, tout est expliqué dans cette vidéo-ci. Pour cette série de vidéos, si j'ai choisi un Master Grade de mon côté, c'est tout simplement car il possède des fonctionnalités et accessoires qu'il n'y a pas sur les AG, donc comme ça tant que j'y suis je pourrais aussi vous les expliquer. Bref, tout d'abord il faut savoir qu'en plus de cet artwork que je qualifierais de plutôt magnifique, on retrouve pas mal d'informations utiles sur la boîte du Gunpla en elle-même. On peut voir tout d'abord le nom de celui-ci, il s'agit du célèbre Wing Gundam dans sa version Proto Zero, elle-même dans sa version Endless Waltz, une série dérivée de Gundam Wing. Voilà pour l'explication du nom à rallonge. Sinon en haut à droite, on retrouve le logo Master Grade et le logo Gundam Wing qui vous confirment la gamme et la série d'origine du kit que vous avez acheté. Ça vous évitera ainsi par exemple de confondre un kit No Grade et un kit Master Grade qui ici ils sont tous les deux à la même échelle, n'ont pas du tout le même niveau de qualité et pas du tout le même prix. En parlant du prix justement, vous pouvez le retrouver sur un des coins du côté de la boîte. Juste ici, il est indiqué en yens et correspond au prix auquel il est vendu sur le marché japonais. Ici le prix japonais est de 4800 yens, soit environ 37 €. Pour vous donner une indication, j'ai acheté ce kit sur Japan Plaza pour 26 € plus 10 € de frais de port, soit 36 €, ce qui veut dire quasiment le prix japonais, ce qui est donc plutôt une bonne affaire je trouve. Ensuite, en bas à droite, un truc qui pourrait vous paraître anodin mais qui est quand même important, il s'agit du logo de Bandai qui vous indique bien que vous n'avez pas acheté une contrefaçon. Si je dis ça, c'est parce que si vous n'achetez pas le kit sur un des sites que je vous ai recommandé, il est facile de se faire arnaquer par un vendeur quand on ne s'y connaît pas. Sinon, sur les côtés de la boîte, on retrouve diverses informations sur le kit, sa mobilité, ses accessoires, etc. etc. Bon, et donc sans plus attendre, regardons donc ce qui se trouve à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, on va trouver trois types d'éléments à l'intérieur de la boîte. Tout d'abord, les grappes, des planches de plastique sur lesquelles sont fixées les pièces composant le Gunpla, le manuel et différents types de stickers. Globalement, ce sont des autocollants que vous allez pouvoir coller sur le Gunpla afin de rajouter pas mal de petits détails qui seraient très difficiles à peindre soi-même. En général, ce sont des inscriptions ou divers types de marquages. J'en parlerai encore une fois plus en détail dans un prochain épisode. Un truc intéressant qu'on peut noter, c'est que comme vous l'avez déjà vu, il n'y a pas d'emballage extérieur sur la boîte, ce sont les grappes qui sont emballées. Ceci a l'avantage de vous permettre de regarder le contenu de la boîte et le manuel avant de l'acheter si vous êtes dans un magasin. Ce qui nous intéresse maintenant, ce sont les grappes qui constituent votre kit. Comme vous pouvez l'observer, toutes les pièces sont déjà prépeintes et sont triées par couleur, à l'exception de la grappe principale où on retrouve des pièces de différentes couleurs présentes en petite quantité. On retrouve donc sur ce Gundam toutes les teintes standards des Gundam, à savoir le blanc, couleur majoritaire de l'armure,
le rouge, le bleu et le jaune pour les détails, le gris pour l'inner frame et les armes, plus quelques petits détails verts. Globalement, il y a 3 types de pièces qui constitueront votre kit, on a donc en général 3 types de grappes différentes. La grande majorité est constituée de plastique standard, c'est-à-dire du plastique dur et opaque de très bonne qualité. On a ensuite des grappes avec du plastique transparent qui peut être souvent coloré. Ils servent en général à faire des lentilles, des yeux, des viseurs ou autres accessoires, notamment les Beam Sabers des Gundam. Enfin, on a les pièces très importantes que sont les polycaps, qui vont se loger au niveau des parties articulées. Faites dans un plastique souple plus gras au toucher, ils permettront une meilleure adhérence des pièces entre elles et permettront aux articulations de rester bien en place une fois que vous les aurez positionnées. Il faut noter que dans ce kit est également présent une action base, ce qui n'est pas toujours le cas. En gros, il s'agit d'un socle qui vous permettra de réaliser beaucoup plus de poses dynamiques et aériennes que directement sur le sol. Alors juste pour vous donner un petit ordre d'idée, si vous êtes en train de paniquer en vous disant qu'il y a énormément de pièces, sachez que dans les plus petits kits de type HG, il y en a 2 à 3 fois moins, donc ce sera beaucoup moins long à construire. Bon et maintenant on va parler environnement, parce que trier les déchets, c'est important. Non, je déconne, on va bien sûr voir un peu les conditions nécessaires pour pouvoir confortablement assembler tout ce petit monde. En effet, c'est toujours mieux de construire ces kits dans de bonnes conditions afin d'éviter de se prendre la tête. Alors encore une fois, ce que je vais décrire ici, ce sont les conditions optimales pour le faire. Si vous ne pouvez pas toutes les réunir, ce n'est pas forcément grave. Même mon espace de travail à moi ne réunit pas toutes ces conditions, donc pas de souci de ce côté-là. De plus, encore une fois, tout le monde n'a pas les mêmes besoins selon le niveau de réalisation qu'il veut obtenir. Ainsi, vous aurez par exemple beaucoup moins de précautions à prendre si vous voulez juste monter vos kits tels quels que si vous voulez les coller ou les peindre. Donc tout d'abord, il vous faut disposer d'une surface plane avec un minimum de place pour pouvoir bouger librement sans tout renverser toutes les 30 secondes. Si possible, choisissez un endroit hors de portée des animaux de compagnie ou des jeunes enfants si vous en avez, ça serait dommage qu'ils avalent des petites pièces. Deuxième point très important, comme vous allez justement manier des petites pièces, il vous faut un endroit bien éclairé pour pas vous faire mal aux yeux. Je vous conseille pour cela de vous munir d'une lampe de bureau, ça vous aidera énormément, croyez-moi. Après, si vous en avez la possibilité, je vous conseille de ne pas construire vos kits dans un endroit où il y a de la moquette, et ceci pour 2 raisons. Vous allez vite découvrir qu'il peut parfois arriver que des pièces vous glissent des mains et tombent par terre, et ce sera beaucoup plus simple de les retrouver sur du parquet ou du carrelage que sur de la moquette. Ça, c'est l'expérience qui parle. Le deuxième inconvénient de la moquette, c'est que si vous renversez malencontreusement de la peinture ou de la colle, je sais pas, celle-ci sera beaucoup plus dure à faire partir que sur du sol dur. Le dernier point est primordial et ne vous concerne que si vous utilisez de la peinture ou de la colle. Il faut que vous travailliez dans un espace bien ventilé pour éviter d'inhaler des vapeurs de produits toxiques qui pourraient nuire à votre santé. Mais encore une fois, j'en parlerai plus en détail dans l'épisode consacré à la peinture. Voici un exemple de ce qui me semble être un bon espace de travail. On a largement assez de place, on travaille sur une surface qui ne craint rien, et notre espace de travail est assez aéré et très bien éclairé. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est comme vous allez être amené à devoir couper et découper des pièces, il vaut mieux ne pas directement travailler par exemple sur votre bureau pour éviter de faire des coupures ou des rayures. Cependant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser forcément un tapis de modélisme comme moi, un sous-main classique ou même du papier journal pourra très bien faire l'affaire. Maintenant que vous êtes bien installé, il reste une dernière étape avant de pouvoir commencer. Je vous avoue que celle-ci n'est pas forcément obligatoire, mais c'est quand même mieux de le faire, surtout si on veut peindre son kit par la suite. Il s'agit tout simplement de nettoyer les grappes qui le constituent. En effet, il peut parfois rester quelques résidus de graisse sur vos grappes qui sont dus au processus de moulage. En plus de donner un petit aspect graisseux pas forcément très esthétique, ça empêche la peinture et les vernis de bien accrocher, et donc c'est important de l'enlever. Cependant, le plastique Bandai étant vraiment d'une très bonne qualité, je vous cache pas qu'avec ces kits vous rencontrerez rarement ce genre de soucis. Cependant, si vous commencez à faire des kits de plus petites entreprises et surtout des kits en résine, cette étape sera vraiment plus importante, alors prenez tout de suite le réflexe. Pour cela, rien de bien compliqué, il vous suffit de prendre vos grappes et de les laisser tremper quelques dizaines de minutes dans l'eau tiède savonneuse. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir ici, j'ai légèrement abusé du savon. C'est pas grave du tout, mais vous avez pas besoin d'en mettre autant, je vous rassure. Attention par contre, l'eau ne doit pas être brûlante, ça risquerait de déformer le plastique. Ensuite, vous prenez une brosse à dents que vous n'utilisez plus et vous venez frotter gentiment pour nettoyer grossièrement les pièces tout en les rinçant. Pas besoin de frotter trop fort, vous risqueriez d'en détacher une ou deux au passage. Ensuite, vous posez vos grappes quelque part et vous les laissez sécher, et le tour est joué. Et voilà, maintenant vous êtes prêt à monter votre kit. Et c'est là que nous nous arrêterons aujourd'hui. Au prochain épisode, nous parlerons plus en détail du manuel, des outils indispensables pour monter le kit et du montage en lui-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.